savez qui sont ces deux hommes qui sont là? Non. Ça vous dit rien? Non, absolument pas. Si je vous dis que ce sont les Yes Men, ça vous dit toujours rien? Non. En fait, ils s'invitent dans des endroits, des grandes sociétés, à Davos, à l'OMC. Ah, oui, j'en ai entendu parler, oui. Les Yes Men, eux, les Yes Men, ce sont des empêcheurs de tourner en rond, des activistes qui ont décidé de s'inviter dans des lieux où ils ne sont normalement pas du tout acceptés, tout ça pour dénoncer des causes qui leur semblent essentielles. Ils utilisent l'imposture comme une arme militante. Est-ce que ça vous semble utile, des gens comme ça? Bah, totalement. Je pense aussi, oui. L'humour, c'est un bon moyen de faire passer les choses, je trouve. Ouais. Alors, ce qu'il faut se poser comme question, c'est le poids de l'imposture. Est-ce que ça va vraiment transformer les choses? Nous, dans Cash, on a décidé de s'intéresser à ces héros du quotidien qui se battent contre plus fort, mais alors beaucoup plus fort qu'eux. On va vous présenter un portrait des Yes Men, ces deux rois du canular intelligents. Notre première rencontre avec les Yes Men va se dérouler à New York, à quelques rues de la Bourse, où des centaines de militants ont transformé un square de la ville en camp de fortune. C'est le cœur du mouvement de protestation Occupy Wall Street. Et c'est ici que nous ont donné rendez-vous les Yes Men. Vous utilisez ces boîtes de pizza pour dormir dessus? Oui. Ah d'accord, on vient faire des pancartes. Ah, mais vous pouvez les prendre si vous voulez. Vraiment? Ah merci, c'est cool. Les Yes Men, c'est Andy et Mike. Ils soutiennent le mouvement des indignés. S'ils portent un costume aujourd'hui, c'est qu'ils sont venus apporter leur petite contribution personnelle au mouvement. Les traders et la police soutiennent les indignés. Les Yes Men vont appliquer leur bonne vieille méthode qui a fait leur réputation, l'imposture militante. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. On a besoin d'une quinzaine d'hommes propres sur eux, à la peau blanche, pour porter un costume pour une action. Les volontaires affluent. 2, 3, 4, 5... Les Yes Men ont apporté des accessoires. Choisis un costume et change-toi. La nouvelle se répand, les Yes Men vont encore frapper. Et cela fait 15 ans que ça marche. Andy et Mike sont les Yes Men, littéralement les bénis oui-oui, des maîtres de l'art du canular politique. Pour ne pas être démasqués, les Yes Men utilisent des dizaines d'identités différentes. Je m'appelle Francesco Guerrero. Depuis Paris, nous voici maintenant en ligne avec Jude Finisterra de Dow Chemical. Je suis Oberlo Hockmanx. Notre prochain intervenant s'appelle Hank Hardy Unruh. Je vous présente mon collègue, Dr Nusrup Goody, qui travaille au département développement d'Haliburton. Ce jour-là, lors d'une convention d'assureurs, Andy et Mike se font passer pour des représentants d'Haliburton, la multinationale du pétrole. Face à l'augmentation des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, ils prétendent qu'Haliburton a inventé un engin révolutionnaire. Nous avons trouvé la solution pour que la race humaine survive, qu'importe ce que la nature nous réserve. Voici la solution. La boule de survie d'Haliburton. Vous pourrez aller jusqu'à 15 mètres sous l'eau. Vous résisterez à n'importe quelle catastrophe climatique, que ce soit un tsunami ou une tornade. La boule de survie est faite pour résister. Les assureurs applaudissent, ils y ont cru. C'est le grand jeu des Yes Men, se filmer en train d'infiltrer le monde de l'entreprise et pousser le discours libéral jusqu'à l'absurde. Voici la solution trouvée par l'OMC. Pour résoudre les problèmes de management, on l'appelle la tenue de loisir du manager. Dans les habits de l'OMC ou de responsables de multinationales comme McDonald's, ils ont réussi des dizaines d'impostures. Les politiciens de Louisiane se sont fait avoir par les Yes Men. Folles, démentes, cruelles. Voici comment on pourrait décrire leur dernière imposture. Mais qui se cache derrière les Yes Men? Comment sont-ils devenus des mentors de nombreux mouvements contestataires ou proches de Julian Assange ou Michael Moore?
De New York à Amsterdam, en passant par l'Arizona et l'Angleterre, nous les avons accompagnés. Multinationales, unissez-vous, car les clowns contre-attaquent. Y a-t-il des questions dans la salle? Retour à New York, au camp des indignés. Les Yes Men vont frapper. À l'écart de la police, en toute discrétion, Andy et Mike dévoilent leur plan aux nouvelles recrues. On va faire semblant d'être des traders et on va essayer d'avoir un maximum de policiers avec nous. En fait, la blague, c'est que la police va nous entourer et à ce moment-là, on sortira nos pancartes qui disent « La police et les traders soutiennent les indignés ». Il faut juste qu'on obtienne cette image-là, faire semblant que la police est avec nous. J'aime bien cette idée. C'est super drôle. Tout est prêt, l'imposture peut commencer. Le groupe se dirige vers la place de la Bourse, l'une des places les plus surveillées de New York. Comme prévu, des policiers se rapprochent. Le plan semble fonctionner. Je pense qu'il y a assez de policiers maintenant. Oui, allons-y, sortons les pancartes et changeons de slogan. Police for the occupation. Brokers and police for the occupation. Brokers and police for the occupation. L'effet est immédiat. Les New-Yorkais n'en croient pas leurs yeux. 10 minutes auront suffi pour attirer des dizaines de caméras et de photographes. La manifestation se termine, mais Mike continue à jouer les traders avec les journalistes. C'est une manifestation de traders et on a décidé d'inclure la police. Comme vous pouvez le voir, ils nous soutiennent et ils défilent avec nous. Auprès des reporters, Andy, lui, s'invente une nouvelle identité. Je m'appelle Daniel Levinson. Vous êtes de New York? Oui, ça s'écrit comme ça, oui, je suis de New York. Ça a bien marché, je pense. Oui, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Oui, on verra demain si les photos sont publiées. Et ça a marché. Le lendemain matin, dans l'un des journaux de New York, les Yes Men, déguisés en traders, illustrent un article très sérieux sur le malaise au sein de la police. Avec quelques militants, une dizaine de costumes et des cartons à pizza, les Yes Men ont réussi leur imposture. Mais lorsqu'ils s'organisent des mois à l'avance, leurs canulars peuvent faire beaucoup plus de bruit. Tout a commencé il y a 15 ans. Andy et Mike, qui ne se connaissent pas encore, font chacun de leur côté leur premier pas dans l'humour militant. Andy, de son vrai nom Jacques Servin, démarre comme programmeur de jeux vidéo. Lassé par son travail sur un nouveau jeu de guerre, il y intègre un bug. J'étais en charge d'animer les hommes dans le jeu. Et j'ai ajouté une scène où, pendant le jeu, des jeunes hommes musclés apparaissent d'un coup en maillot de bain et commencent à s'embrasser. Mike, de son vrai nom Igor Vamos, lui, s'attaque à un géant américain, Mattel, le fabricant des Barbie. J'ai échangé les voix enregistrées des Barbie avec celles des G.I. Joe et je les ai remis dans les rayons. À Noël, quand les enfants ouvraient leurs cadeaux, les petites filles avaient des Barbie qui disaient « Section, feu à volonté sur cet avion !» et les G.I. Joe disaient « Allons faire du shopping !» Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Si les Yes Men se rencontrent enfin, c'est grâce à cet ancien chanteur de punk rock devenu rabbin, Michael Goldman. Andy venait de se faire virer suite au bug qu'il avait installé. Il vivait chez moi et il y avait plein de journalistes qui appelaient à l'appartement, comme Newsweek. Et j'ai dit à Andy, je connais quelqu'un qui devrait te plaire. Mon ami Mike. On est allé à l'université ensemble. C'est lui qui a monté le Front de libération des Barbies. Je lui ai donné son numéro de téléphone et ils sont entrés en contact. Donc vous êtes responsable de la création des Yes Men? Je ne veux pas prendre cette responsabilité. C'est comme un mariage, vous savez. J'unis des couples, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans la chambre. Le mariage est célébré, les Yes Men sont nés.
ne reste plus qu'à passer le baptême du feu. Ce sera avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On a choisi l'OMC parce qu'à cette époque, il y avait un mouvement mondial contre eux. Pour dénoncer cette organisation qui régit le commerce international, qui est le bras armé de la mondialisation. En janvier 2001, les Yes Men créent alors un faux site internet. Ils remplacent omc.org par omc.com. On a commencé à recevoir des tonnes d'emails adressés à l'OMC qui en fait nous arrivaient à nous directement. Un jour, on a reçu un email un peu particulier, nous invitant à une conférence en Finlande sur les textiles du futur. Et là, on a décidé d'aller beaucoup plus loin, de faire une action pour provoquer une réaction. Pendant des mois, les Yes Men préparent leur imposture. Des amis seront à l'intérieur de la conférence avec des caméras. Leur déguisement est terminé, tout est réglé, sauf un détail. Quand nous sommes arrivés en Finlande, on a réglé nos montres. Mais Andy nous a dit, en Europe, l'heure est partout la même. Ah, nous sommes en avance. Oui, c'est bien. Bonjour, je suis Hank Andy Hunru. Ah, enchanté. On ne vous attendait plus. Mais il n'est pas 9h30, non? Si. Oh mon Dieu, on est en retard d'1 heure. Et là, on a commencé à paniquer. On a cavalé jusqu'aux toilettes pour se changer. Il y a 1 heure de différence ici. Merde. Comment on a pu se planter comme ça? Notre prochain intervenant s'appelle Hank Hardy Unruh, qui, après un master de commerce et d'administration, a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 1998. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici, avec les plus grands représentants du textile au monde. Andy explique très sérieusement que les patrons des grands groupes s'épuisent en passant trop de temps dans leurs usines délocalisées loin de chez eux. Mike, tu peux me donner un coup de main? Alors Andy annonce que l'OMC a trouvé la solution pour contrôler les ouvriers à distance. Ceci est l'AVE, l'appendice de visualisation des employés. C'est une tenue portable qui vous permettra d'avoir les mains libres. Cet appendice permet au manager de voir ses employés et de contrôler leur travail. Je le répète, le manager est directement connecté à ses employés et peut, depuis n'importe où, leur envoyer des décharges électriques pour les faire mieux travailler. Merci beaucoup, Monsieur Unruh, pour cette très intéressante intervention. Y a-t-il des questions? On s'attendait à ce que les gens réagissent, mais personne n'a parlé. Ils ont applaudi. Nous sommes allés dîner avec eux et rien ne s'est passé. Le lendemain, les pages économiques d'un grand quotidien finlandais reprennent l'information au premier degré. Et qu'a pensé l'OMC de cette imposture? À notre grande surprise, l'organisation accepte de nous rencontrer. Son porte-parole était déjà en poste à ce moment-là, mais il ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Nous lui remontrons les images tournées par les Yes Men. Je peux vous assurer que la plupart des gens ici à l'OMC ne sont pas aussi bien habillés qu'Andy. Quelle a été votre réaction la première fois que vous avez vu les images? Ça m'a beaucoup fait rire. Je trouve ça très créatif, très drôle. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que les gens les croient. Est-ce que vous avez poursuivi les Yes Men en justice? Non. Faire un procès coûte beaucoup d'argent et ici, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Bon, certains de nos avocats auraient bien voulu les poursuivre, mais je leur ai dit, plus on a l'air en colère, plus notre image auprès du public se dégrade.
Essayons d'être plus détendus sur tout ça, et n'ayons pas peur de rire de nous-mêmes. L'imposture de l'OMC fera son apparition dans le premier DVD des Yes Men. Les recettes du film, à peine 150 000 €, les dons de particuliers ou de fondations privées leur permettent tout juste de tourner un deuxième documentaire. Les Yes Men deviennent de plus en plus engagés. Si vous voyez de l'injustice et que vous ne faites rien, c'est tout simplement déprimant. Nous, on a juste trouvé un moyen de lutter contre l'injustice. Pour nous, c'est un accomplissement. En France, les Yes Men décident de passer à la vitesse supérieure. Leur plus gros coup va se dérouler à Paris à la fin 2004. J'avais peur que ce soit un piège. On était tous les deux persuadés qu'on allait se faire arrêter par la police. Est-ce que t'es prêt? Mike filme Andy. Il s'apprête à parler en direct sur la BBC World, devant le monde entier. On était très nerveux parce que c'était trop beau pour être vrai. On n'avait eu que 4 jours pour se préparer. Officiellement ce jour-là, Andy est le porte-parole de Dow Chemical, le plus grand fabricant de plastique au monde. C'est la commémoration de la catastrophe de Bhopal, en Inde. Il y a 20 ans, l'une des usines du groupe explosait, tuant officiellement 3500 personnes sur le coup. Ils n'ont jamais dépollué le site. Ils font des profits records pendant que des gens meurent là-bas. C'est absolument obscène. Et on voulait juste braquer les projecteurs sur cette situation. En direct depuis Paris, Jude Finisterra, le porte-parole de Dow Chemical. Bonjour monsieur. Un jour de commémoration à Bhopal. Est-ce qu'aujourd'hui vous acceptez votre responsabilité dans la catastrophe? Oui, Stephen. Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour nous à Dow Chemical et pour des millions de personnes dans le monde. 20 ans se sont écoulés depuis la catastrophe et aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer que pour la première fois, Dow admet son entière responsabilité dans la catastrophe de Bhopal. Nous avons débloqué 12 milliards de dollars pour dédommager les victimes. Pendant 6 longues minutes, Andy annonce une série de mesures extraordinaires, comme la couverture médicale pour les 120 000 Indiens touchés. Stephen Cole est le journaliste de la BBC qui a mené l'interview. Juste après l'interview, j'ai reçu un message d'un journaliste de ma rédaction qui m'a dit « Waouh, tu as un scoop !» Super, merci. On est revenu à l'appartement et on a regardé sur Internet. C'était la une des sites d'information. Dow accepte l'entière responsabilité pour la catastrophe de Bhopal. Et là, on s'est dit, merde, waouh, c'est énorme. En 20 minutes sur les marchés, l'action de Dow Chemical plonge de façon vertigineuse. Je suis sorti pour fumer une cigarette et quand je suis remonté dans la rédaction, tout le monde était silencieux. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui se passe? Et personne ne disait rien. Parce que personne n'était vraiment sûr de ce qu'il se passait. Et puis j'ai commencé à comprendre, en écoutant les chuchotements et les bruits de couloir, que c'était un canular. Et là, vous vous sentez vraiment bête. Puis vous êtes remonté. Et à la fin, vous êtes énervé. Une heure après que l'imposture ait été révélée, malheureusement, le cours de l'action est remonté. C'est une grande leçon pour nous. Donc, en fait, les marchés punissent les entreprises qui font les choses justes, mais les félicitent quand elles font de l'argent, qu'importe les moyens. Dow Chemical n'a jamais poursuivi les Yes Men en justice. Mais il y a quelques semaines, cette célèbre imposture a connu une tournure inattendue. Nous sommes quelque part dans la campagne londonienne. Il faut rester discret. Mike nous emmène chez le hacker le plus controversé du monde. Nous sommes dans la maison de Wikileaks. Et juste à côté, il y a Julian Assange. Vous savez, le mec avec les cheveux gris. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks,
s'apprête à diffuser 5 millions d'emails piratés dans une entreprise de renseignement américaine, Stratfor, surnommée la CIA privée. Le nom des Yes Men revient une 50aine de fois dans les documents, car le géant du plastique, Dow Chemical, a payé Stratfor pour surveiller l'activité de Mike et Andy. On découvre qu'ils sont suivis quotidiennement. Mike Bonanno fera une apparition en Hollande le 27 mai. Andy Bilgebaum était à Los Angeles pour supporter les indignés. Ou encore, cette semaine, les Yes Men ont été plutôt calmes. Dans le cas de Bhopal et des Yes Men, Stratfor a notamment embauché une femme au foyer. Elle était chargée de contrôler toutes les informations publiées sur les Yes Men, puis de tout leur faire suivre, pour analyse. Je n'ai jamais pensé, quand on a commencé l'aventure des Yes Men, que je finirais ici, dans une petite maison, quelque part dans le sud de l'Angleterre, avec des gens qui sont sur la liste des personnes les plus recherchées de certains pays. Aller aux États-Unis, par exemple, c'est carrément déconseillé pour certaines personnes ici. Donc, oui, c'est assez bizarre et vraiment intéressant. L'affaire est explosive. Le lendemain matin à Londres, Wikileaks et les Yes Men organisent une conférence de presse commune. Et comme à chaque fois, toutes les télés sont là. On a toujours pensé que le gouvernement nous surveillait. Vous savez, j'ai quand même grandi pendant la guerre froide. Mais ce qui m'a surpris, c'est que ce ne soit pas le gouvernement qui nous espionne, mais un réseau privé de multinationales. Aujourd'hui, nous sommes écœurés et en colère. On aimerait vraiment que ces agences de renseignement soient contrôlées. Quelque temps après, nous retrouvons les Yes Men à Amsterdam cette fois, dans leur tout nouveau rôle de professeurs. Leurs canulars ont tant de succès que partout, les militants d'ONG leur demandent de l'aide. Alors Andy et Mike ont créé les Yes Labs, des ateliers de formation pour devenir des Yes Men. N'oubliez pas que durant vos actions, il y a des montées d'adrénaline. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Alors essayez d'anticiper au maximum ce que vous allez déclarer. S'il y a un journaliste qui vous demande « Est-ce que c'est vrai votre truc ?», il faut que vous ayez déjà une réponse pour lui et que vous ayez décidé le moment où vous allez admettre que tout est faux. Ce jour-là, parmi les activistes, des féministes ou des militants du droit au logement préparent leurs futures actions coup de poing. Quelques semaines plus tard, voici ce que ça donne. À Amsterdam, les militants contre les logements indignes se font passer pour des représentants du ministère du Logement hollandais et offrent une maison aux SDF. À Hawaï, lors d'un dîner officiel devant Barack Obama et des membres du gouvernement, un guitariste réussit à monter sur scène pour chanter à la gloire des indignés. En Suisse cette fois, des militants déguisés en serpillières viennent nettoyer les banques de l'argent sale. Autour du monde, les Yes Labs se multiplient. L'armée des Yes Men enchaîne canulars et impostures. Les Yes Men, eux, prennent un peu de recul. Nous retrouvons Andy. Nous voici à Tucson, en Arizona. C'est ici qu'il a passé toute sa jeunesse. Je venais souvent faire de la randonnée ici. Je passais la nuit au sommet, puis je rentrais. C'est mon endroit préféré dans le monde. Je venais ici quand j'avais besoin de penser, de m'échapper de cette société stupide et de me retrouver ici, dans un endroit plus authentique. Andy est aujourd'hui un clown un peu triste. Ma vie personnelle en a beaucoup souffert. J'ai sacrifié beaucoup pour en arriver là. Et c'est vrai qu'au final, j'ai eu très peu de relations amoureuses qui ont duré. Alors Andy a aujourd'hui un projet un peu fou.
Je veux vraiment partir faire le tour du monde à la voile. Ou au moins partir pour 1 an, voire plus. Juste larguer les amarres et ne pas revenir pour un bon bout de temps. C'est tout ce que je veux. Mais avant de prendre la mer dans les prochains mois, Andy nous confie travailler sur une dernière imposture, avec Mike, la plus dingue que les Yes Men n'aient jamais faite. C'est la fin de ce numéro de Cash. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux des affaires. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.